Bonjour Moïse Novillon, Bonjour Carole. analyste politique, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors bonjour Stéphane Aronou. Achinou Achinou Rossou. J'aurai le temps de m'habituer. Achinou Évidemment. Rossou, bienvenue. J'étais en votre compagnie hier, c'était un plaisir. Bienvenue. Bonjour Carole, bonjour Moïse, bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs de Diaspora FM. Alors c'est parti pour le tout premier sujet à débattre sur ce plateau. Présence des femmes sur les listes hors quota de UPR-BR aux législatives de 2026. 12,35%, moisson insuffisante des chiffres présentés ce matin par le quotidien Fraternité. Alors, nous allons démarrer par une explication des expressions que comprendre par la liste hors quota pour nos téléspectateurs, auditeurs de la 102.3 et également les amis internautes. Merci Carole pour la question. Je pense qu'à la faveur de la réforme de 2019, la loi fait obligation aux partis politiques de positionner un certain nombre de femmes sur les listes électorales pour permettre à ces femmes-là, au moins une femme, d'être élue d'office à l'Assemblée nationale. Et c'est ce qu'on note par aujourd'hui, quand on voit les listes électorales, on a les cas réservés, qui sont exclusivement réservés. Donc c'est pour satisfaire à cette exigence de la loi. Donc au-delà de cette exigence de la loi, il y a... Une exigence de 24%, si je ne me trompe. Évidemment. Donc Allez-y. au-delà de cette exigence-là, il y a les responsables de partis politiques ont donc la latitude de positionner par ailleurs d'autres femmes sur les listes électorales. Donc c'est ce choix qui revient aux responsables de partis politiques de positionner ces femmes sur les listes électorales là qu'on appelle désormais hors quota. Donc des femmes qui ne sont pas contenues dans les 24% qui sont retenus par, Officiellement, par les tests. Par les tests. Alors, voilà ce qu'on peut entendre par hors quota. Alors, ma toute première question d'analyse, alors, que révèle le faible pourcentage de 12,35% relayé par le quotidien Fraternité ce matin? Oui, et quand on voit ce que les confrères ont titré, on a noté qu'il y a 21 femmes candidates, 5 titulaires, 4 têtes de liste. Et quand on rentre à l'intérieur, on a remarqué que quand on prend un grand parti comme l'UPR, il y a seulement une seule femme qui a été positionnée. Tête de liste? Oui, mais elle est en 4e position. Elle est en 4e position. Et quand on prend le BR a positionné 4 femmes tête de liste. 4 femmes tête de liste. Et donc, on note déjà au niveau de l'UPR que il n'y a pas eu un effort significatif. Par contre, le BR a fait un effort, même si dans les deux cas, on peut dire que cela ne satisfait pas toujours. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Le premier élément que je note, c'est le militantisme, la question du militantisme des femmes au sein des formations politiques. Voulez-vous dire qu'à l'UPR, les femmes qui sont oui, dans l'UPR ne sont pas des militantes accomplies? Non, j'en viens. C'est-à-dire que quand on prend ces femmes-là, voyez-vous, il y a des pesanteurs socio-culturelles, vous voulez dire? Culturelles qui font que même quand on observe un très grand nombre de femmes lors des meetings, lors des regroupements, quand il s'agit de faire des réunions véritables de partis politiques, on ne note pas forcément une forte participation parce que peut-être le mari ne voudra pas laisser sa femme aller assister à une réunion politique. Avec autant d'années d'expérience de ces femmes-là que je ne voudrais même pas du tout citer sur ce plateau. Oui, au-delà de ça. Vous pensez qu'elles seront à cette étape de réalité socio-culturelle qui pourrait impacter cette décision du parti politique? Oui, tu vois, on va se comprendre. C'est-à-dire que au-delà de cet élément, il y a que ces femmes qui s'engagent, qui sont présentes, telles que tu l'évoques là, il y a également leur qualité. Est-ce que ces femmes-là
ont la trempe politique, la poigne politique nécessaire pour qu'on puisse les positionner, pour les voir au charbon, mouiller véritablement le maillot. Il y a cette préoccupation-là qui peut être un élément qui peut amener les responsables de partis politiques à ne pas, je veux dire, positionner assez de femmes. Ensuite, il y a un autre élément. Il y a un autre élément. Vous voyez, la question de la volonté ou de la coopération des hommes, des responsables de partis politiques. Est-ce que cela veut dire qu'ils ne font pas suffisamment confiance en ces femmes qui, d'une manière ou d'une autre, quand on voit parmi elles du moins, il y a quand même des femmes qui peuvent faire le job, même si le nombre est assez limité, il y a quand même des femmes. Pourquoi ces responsables de partis politiques-là ne prennent pas le risque de positionner ces femmes-là? Est-ce à dire qu'ils ne font pas suffisamment confiance en ces femmes pour les positionner? Est-ce que c'est forcément parce que ces femmes-là n'ont pas les qualités ou ils craignent que ces femmes, une fois là, ne puissent pas véritablement faire le job? Non pas que je suis en train de jeter la pierre aux femmes ce matin, mais j'estime que si les responsables de partis politiques ont fait ce qu'ils ont fait là, c'est forcément parce qu'ils ont peut-être des craintes, ils ne font peut-être pas suffisamment confiance aux femmes, ou peut-être ils n'ont pas un éventail, n'est-ce pas, donc nécessaire pour pouvoir faire le tri qu'il faut et avoir ensuite la moisson que les femmes méritent. En plus, j'ajoutais rapidement peut-être qu'ils n'ont pas également la latitude de choisir qu'il faut à la place qu'il faut. Peut-être ça, mais l'autre chose que je veux évoquer avant de venir à ce que tu dis là, voyez-vous, lorsque... Donc vous le reconnaissez? Oui, lorsqu'on veut régler les problèmes, forcément par les lois, voilà ce à quoi on assiste. Parce que, voyez-vous, on a dit, on a voté une loi qui impose d'avoir un quota de femmes à l'Assemblée nationale. Et qui veut dire, on dit cas réservé, et on nous parle de discrimination positive. Pour moi, 4%, juste la moitié est obtenue. Pour moi, même le concept de discrimination positive me pose un problème. Et pourquoi? Ça me pose un problème parce que quand on dit... Puisque nos réalités socio-culturelles sont déjà à la base Justement. C'est pour dire que il faut que les femmes, aujourd'hui, dans l'univers ou dans les sérails politiques, arrachent le pouvoir. Il ne faudrait pas que... C'est vrai, compte tenu des réalités socio-culturelles, on peut vous voter des lois pour régler un certain nombre de problèmes. Je suis d'accord. Mais lorsqu'on passe par les lois pour régler les problèmes, cela révèle ses faiblesses et ses insuffisances. Et c'est ce à quoi nous assistons. Parce que je pense que le féminisme n'est pas un combat qui se gagne par la loi, mais le féminisme peut être un combat qui se gagne par la qualité des femmes que nous avons, par la compétence des femmes que nous avons, par le sens d'engagement politique, militant des femmes, n'est-ce pas, donc que nous avons. Parce que même si, et je reviens à l'idée que tu défendais tout à l'heure là, mais même si on dit que les responsables politiques n'ont pas la marge de manœuvre nécessaire pour mettre la femme qu'il faut à la place, n'est-ce pas, donc qu'il faut, si les femmes ont travaillé à s'imposer sur le terrain politique, je pense que cela va s'imposer d'office aux acteurs politiques. Parce qu'une femme qui s'est montrée par son leadership dans une circonscription électorale, ce serait même une faute stratégique, une faute politique grave pour les responsables de ce parti politique de ne pas positionner cette femme au nom... Nous allons continuer le débat, mais je me tourne vers... Allez-y, vous finissez la dernière phrase. C'est-à-dire que au nom, c'est-à-dire que si les responsables de partis politiques refusent de positionner cette femme qui s'est engagée sur le terrain, qui est reconnue comme telle par son leadership, s'ils refusent de le positionner, ce serait une faute grave pour les responsables de ces formations politiques-là. Alors, Moïse, que révèle le faible pourcentage de 12,35%, chiffre donné par le quotidien Fraternité
de femmes hors quota sur la vision que les partis politiques ont de la participation féminine aux joutes électorales. Oui, merci bien, Carole. À la suite de mon confrère Stéphane, je lui emprunte l'adage bien sûr populaire, mais qu'il vient de répéter, le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Je suis entièrement d'accord avec, mais surtout il faut remonter un peu en arrière pour voir l'histoire. C'est que l'histoire avec les femmes, à travers les époques, les femmes n'ont pas été généralement bien traitées, bien logées par rapport à certaines façons de faire, à certaines réalités. Donc quand on parle de réalité socioculturelle, par exemple, ce n'est pas forcément intrinsèquement lié. Réglons déjà les discriminations liées à ces réalités. Et je crois qu'on pourra exiger plus des femmes. Justement, bon, allez-y, c'est un avis personnel. Ce n'est pas exclusivement propre au Bénin. Même en Europe, jusqu'à la moitié du XXe siècle, tout à l'heure ici, les femmes n'avaient pas encore droit au vote, par exemple. Mais donc, ils ont pu corriger le tir. Justement, donc le tir est en train, le tir a été un peu rectifié à leur niveau. Il y a plus de femmes, il y a plus de présence de femmes dans les instances de décision, dans les questions politiques, etc., telles qu'on est en train de voir là. Et chez nous aussi, en 2019, si le législateur a été obligé d'aller à l'offensive pour augmenter le nombre de sièges au Parlement, parce qu'on est passé de 85 à 109, pour pouvoir permettre à ce que 24 femmes soient obligatoirement à l'intérieur du Parlement durant le mandat. Et donc, si le législateur a été obligé d'aller jusqu'à ce niveau, c'est parce qu'il a remarqué que, effectivement, ce que nous sommes en train de décrire ce matin-là, il n'y a pas beaucoup de femmes au Parlement, et pas seulement au Parlement, mais au Parlement déjà, on peut déjà commencer par rectifier le tir. Donc, on a voulu imposer aux partis politiques, bien sûr, et aux parlementaires d'avoir en leur sein obligatoirement 24 femmes. Maintenant, dans les questions de positionnement, le gap, il ne faut pas seulement regarder ça sous le vocable de la frustration ou bien de mécontentement. Il y a d'abord à l'intérieur des formations politiques. S'il faut revoir, même à l'intérieur des formations politiques, il n'y a pas d'école pour former les gens, les militants à proprement parler. La majorité de nos formations politiques. Et pendant tout le temps que les femmes ont été laissées sur le carreau, comme je viens de le rappeler à travers l'histoire, à travers les époques tout à l'heure là, un travail n'a pas été fait dans une société éminemment patriarcale comme le Bénin. Donc les hommes ont tout le temps été la figure qu'on a vue partout. Et donc c'est maintenant que on est dans une dynamique où il y a de plus en plus d'activistes, de femmes activistes qui s'engagent, qui prennent la parole, qui osent, qui dénoncent et qui ont envie que les choses changent. Donc on n'est pas encore arrivé au niveau où les femmes ont toute la mesure de ce qu'on appelle un engagement politique. Parce qu'au foyer, elles ne sont pas encore parvenues à se débarrasser d'abord du joug, comme je le rappelais tout à l'heure, de la domination que la société confère aux hommes de dominer dans le foyer. Elles ne sont pas encore, supériorité-là. Elles ne sont pas encore parvenues à se défaire de ça. Or, sur le terrain politique, dans le jeu politique... Je me demande si on pourra un jour, allez-y. C'est de s'imposer. Le terrain politique, c'est celui qui s'impose, qui parle. C'est celui qui s'impose, qui prend les mandats. C'est celui qui s'impose, qui enlève les sièges. Et donc, en réalité, si vous ne parvenez pas à hausser le ton, à élever la voix, à prendre la parole, à vous imposer, il vous est difficile en réalité d'aller prétendre enlever des sièges comme dans un espace comme le Parlement. Donc, on n'est pas encore arrivé à un niveau suffisamment où les femmes sont suffisamment outillées. En grande partie, je vois les efforts. Les gens qui sont en train de faire les efforts pour amener les femmes en politique, ce ne sont même pas, si vous faites très attention, ce sont les partenaires au développement qui sont sur la place. Je n'ai pas envie de faire de publicité, mais les Belges, par exemple, voilà, ils ont de programmes de formation, par exemple, etc. Les Allemands, par exemple, je n'ai pas appelé d'organisation, donc ont des programmes de formation. Et c'est à ces endroits-là qu'on amène les femmes progressivement à venir en politique. Donc il faut saluer le législateur de 2019 qui a instauré cette discrimination positive là. Moi, je salue cela parce que ça donne de l'appétit en fait aux femmes. Et maintenant, il faut constater effectivement que contrairement à Stéphane, justement, pour moi, ça donne de l'appétit aux femmes. C'est-à-dire qu'on est en train de corriger. Ça ne va pas se faire comme par tour de magie. Donc, c'est progressivement que les choses vont arriver. Donc, c'est déjà quelque chose à saluer. Maintenant, il faut demander aux formations politiques de surtout outiller les femmes. Parce qu'en réalité, ce sont les femmes en réalité qui votent en majorité dans notre communauté. Parce que quand on fait les mobilisations, en fait,
ça saute aux yeux. On est plus nombreuses naturellement que les hommes. Voilà, quand on fait sur les terrains de mobilisation, ce sont elles qu'on voit en avant pour chanter, pour acclamer, pour applaudir. Ça veut dire qu'en réalité, les femmes sont là. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut les encadrer, il faut les outiller pour qu'elles puissent avoir plus d'éléments d'argumentation, d'éléments d'aptitude à aller chercher, à aller au combat. Parce que le terrain politique, c'est un terrain de combat. Donc, il faut leur donner les outils pour aller au combat, pour aller enlever, aller pour réclamer les sièges à l'Assemblée nationale. Et ça me cœur que les activistes que nous voyons de plus en plus sur la toile, qui sont engagés sur les questions de féminisme, etc., on ne les retrouve pas. Oui, on ne les retrouve sur pas. Les réseaux sociaux. Justement, on ne les retrouve pas. Je ne sais pas où est-ce que chacun se situe, mais on ne les retrouve pas à l'intérieur des formations politiques. Mais les femmes doivent savoir, et ça, je leur lance le défi, peut-être l'appel. Les femmes doivent savoir que le niveau où on prend les décisions, le niveau où on agit, c'est surtout au niveau politique. Ce sont les instances politiques, ce sont les politiciens qui décident. Donc, quel que soit le bruit, l'activisme, tout ce que vous faites, les plaidoyers et autres, c'est aux politiciens qu'on reverse cela et qui prennent des décisions pour transformer cela en réalité. Donc, les femmes ne doivent pas se limiter aux dénonciations. Ce n'est pas une question de frustration, c'est une question d'action. Il faut avoir le courage de faire le pas pour aller vers là où on prend les décisions et pouvoir imposer ses visions. Donc si les femmes restent à l'écart et sont dans les dénonciations, se limitent aux dénonciations et aux plaidoyers, ça ne suffit pas encore. Elles doivent aller au-delà. Je reste avec vous, Moïse. Dans quelle mesure l'absence des femmes têtes de liste, notamment sur l'UPR, influence-t-elle leur chance d'être élues hors quota? Non, je pense que si une seule femme a été positionnée, ça veut dire qu'elle a été capable. Ça veut dire qu'on a senti qu'elle est capable d'enlever de mandat, d'enlever de siège, comme il le disait tout à l'heure. Ça veut dire qu'elle est parvenue à s'imposer. Donc je pense que si elle a été mise à ce niveau-là, c'est ce que les gens sont sûrs qu'elle est capable de se faire élire. Maintenant, je ne sais pas exactement, je n'ai pas de données chiffrées, je n'ai pas de stats. Voilà, je n'ai pas de stats pour dire exactement quelles sont ses chances. On va rester peut-être dans les supputations pour se dire si elle est suffisamment forte et qu'elle a été positionnée, c'est qu'elle a une chance de se faire élire. Et maintenant, si elle parvient surtout à mobiliser ses sœurs et qu'on a l'habitude de voir davantage lors des regroupements et des activités politiques, c'est qu'elle a effectivement une chance de passer. Mais à l'instar de tout le monde, de tous ceux qui sont sur les listes, c'est un combat de gladiateurs. Ça ne va pas être un cadeau à donner à quelqu'un. C'est la lutte pour pouvoir arracher je voudrais, Stéphane. Je voudrais revenir sur deux éléments rapidement pour dire que, voyez-vous, on est là, on peut être un peu frustré de voir que les femmes ne sont pas assez représentées et tel qu'il l'expliquait tout à l'heure. Vous voyez, les hommes, sur une certaine durée dans l'activité politique de notre pays, ont régné, ont été tout le temps des maîtres. Et donc, la tendance ne peut pas être renversée d'un coup. La tendance ne peut être renversée que progressivement. Et le renversement de cette tendance ne peut pas être donné. Cela doit être arraché par les femmes. Deuxième élément, c'est qu'il ne faut pas confondre la masse à la qualité. Lorsque on fait des regroupements politiques, on a une multitude de femmes. Mais au sein de cette... Qui peuvent ne pas d'ailleurs partager également vos idéologies et être présentes. Allez-y. Je suis d'accord. Mais cette multitude de femmes qui se retrouvent à ces meetings-là, est-ce que dans leur lot, on a, n'est-ce pas, donc la qualité nécessaire, le sens de combativité, le sens de militantisme pour arracher, comme il le disait, des places au sein des instances, n'est-ce pas, donc de décision. Et c'est pourquoi je dis que moi j'ai un problème avec cette question de discrimination positive, même si ça vient régler un problème, parce que j'estime que pour renverser, n'est-ce pas, donc une tendance, il faut partir de la base. Qu'est-ce qu'on fait déjà au niveau des filles pour avoir un fort taux de scolarisation, encourager ces filles-là à aller jusqu'au bout de leur formation, à s'engager dans la vie politique. Parce que ce n'est qu'avec ça, qu'avec le temps, nous aurons une certaine génération de femmes qui finira par s'imposer, non pas par la loi, mais par leurs compétences,
par leur sens de combativité. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que moi j'ai un problème avec la discrimination positive, parce que même si cela vient régler un problème, c'est comme si on disait oh bon, on est d'accord, vous ne méritez pas, mais comme les gens crient un peu, on essaie de vous trouver un truc. C'est comme ça moi je l'interprète, mais je me dis que cela ne doit pas être le cas. Quand on prend certaines circonscriptions électorales, il y a des femmes très combatives, très combattantes, qu'on a à l'esprit quand on rentre dans ces circonscriptions électorales. Et les acteurs, les responsables des partis politiques se trouveraient même gênés s'ils ne positionnaient pas, ces femmes-là. Et j'en viens à la question que tu as fait tout à l'heure à Moïse, pour dire que, vous voyez, c'est ça la problématique dont nous sommes en train de débattre là. On ne peut pas, quand on positionne une femme, quelle est la garantie qu'on a que cette dernière va suffisamment mouiller le maillot pour offrir la victoire à sa formation politique. C'est de ça qu'il s'agit. Si les femmes cherchent à être... Donc, voulez-vous dire que les critères de sélection restent la popularité, le réseau, le financement, qui sont des facteurs qui défavorisent complètement la femme, il faut le reconnaître. Ça, c'est clair. On ne peut pas parler de positionnement politique aujourd'hui sans parler de ces éléments que tu viens d'évoquer. Je trouve que c'est si pertinent que les femmes doivent pouvoir travailler davantage à asseoir, n'est-ce pas, donc, leur popularité au niveau de leur circonscription électorale, avoir les moyens. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la réforme du système partisan et le financement des partis politiques, les partis ont les moyens pour financer les campagnes, n'est-ce pas, donc des candidats. N'empêche que les candidats eux-mêmes disposent de leurs propres moyens pour asseoir, n'est-ce pas, leur campagne dans leurs différentes localités. Donc, le combat que nous souhaitons aujourd'hui pour les femmes, ce n'est pas de s'inscrire dans une dynamique de frustration ou de dénonciation, comme le disait si bien Moïse tout à l'heure, mais dans le sens de l'affirmation de leur leadership politique au niveau de leur circonscription électorale, dans le sens d'arracher leur autonomie financière, parce que c'est de ça également qu'il s'agit. Quand on sent qu'il y a une femme qui a le pouvoir financier dans une circonscription électorale, mais c'est déjà clair que les responsables même de cette formation politique auront les yeux sur cette femme. Ils iront même lui faire la cour pour dire on voudrait même te positionner sur parce qu'ils vont compter sur son pouvoir financier. Mais tant que ces éléments-là ne seront pas réunis, il serait quand même un peu difficile pour ces femmes-là de gagner ou d'arriver à la place qu'elles sont en train de souhaiter là. Même si, au demeurant, il va falloir sensibiliser, parler, faire des lobbying auprès des responsables politiques pour que le positionnement des femmes hors quota soit suffisamment renforcé. Sinon, on va croire qu'ils sont de mauvaise foi. Et ce n'est même pas bon pour eux. Ça peut décourager les femmes, ça peut les désaxer. Alors, Moïse, je reviens sur la question pratiquement. La faible représentativité des femmes hors quota peut-elle compromettre les objectifs du parti politique? En l'état, je pense que non. Les partis politiques ont suffisamment démontré, et il le disait si bien tout à l'heure mon confrère Stéphane, les partis politiques ont suffisamment démontré que même sans le positionnement des femmes, ils sont capables d'atteindre leurs objectifs. Alors, qu'est-ce qui pourrait justifier ce faible taux ? Puisque ce sont ces mêmes hommes politiques qui ont voté ces lois et qui ont promu ces lois qui sont toujours à cette place de décision. Alors, qu'est-ce qui pourrait justifier ce faible taux que nous observons? Non, je continue toujours avec vous. Oui, il le disait tout à l'heure et je vais rebondir là-dessus. Moi aussi, je le disais encore tout à l'heure au moment de la prise de parole. J'ai bien dit que sur la base des réalités sociologiques, il y a déjà eu un fait. Et le constat a été fait que les femmes n'ont pas suffisamment été positionnées à des endroits de prise de décision. Le législateur a été obligé d'aller jusqu'à une discrimination positive. Mais les partis politiques doivent continuer par faire le travail. Je comprends la frustration de mon confrère, mais c'est aux partis politiques en réalité, dès qu'on a senti que les femmes ne sont pas suffisamment représentées,
qu'on est allé jusqu'à modifier la loi fondamentale du pays. C'était la Constitution qu'on a révisée en 2019 pour pouvoir instaurer cette discrimination positive. Alors, les partis politiques doivent prendre le pli à partir de cet instant-là. Et je le disais, outiller les femmes, amener les femmes. Vous savez, la question de la qualité dont vous avez parlé tout à l'heure, la qualité des femmes qui se présentent au meeting, au rendez-vous politique, il peut ne pas y avoir la qualité. Mais le fait déjà de réussir à les drainer, à les mobiliser, c'est déjà quelque chose, c'est déjà positif. C'est-à-dire qu'on est capable de sortir les femmes, même sans qu'elles soient convaincues, même sans une forme d'idéologie à l'intérieur des regroupements là. On arrive à faire sortir les femmes, à pouvoir prendre part à ces genres de manifestations, à ces genres de regroupements. Ça veut dire quoi? Il faut chercher à aller un peu plus au-delà, en commençant par les outiller, leur parler, les sensibiliser, les former, leur donner de quoi avoir la capacité d'aller prétendre à plus, et non à faire seulement de la figuration. Et je suis allé au-delà en disant que les activistes qu'on constate sur les réseaux sociaux, qui se réclament beaucoup plus du féminisme, qui font dans la sensibilisation et dans le plaidoyer, elles doivent également chercher à aller au-delà. Parce que sur le terrain politique, on veut ou on ne veut pas. C'est comme l'éternel débat entre les jeunes et les anciens. Les jeunes s'offusquent de retrouver des anciens, par exemple, sur les listes, tel qu'on est en train de faire le débat par rapport aux femmes là. Le problème se trouve également au niveau des anciens et les jeunes. Mais en réalité, le pouvoir, ça ne se donne pas. Il y a des pays dans lesquels le chef de l'État a passé 90. Il y a des pays dans lesquels le président de l'Assemblée nationale a passé 80. Il y a des pays où le président du Sénat a passé 80. Donc, en réalité, si les jeunes ne se réveillent pas, ne se montrent pas capables d'aller sur le terrain du combat, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle de combat, ce n'est pas combat dans le registre de violence et autres, mais le débat des idées, la confrontation des idées, l'opposition ou la confrontation des projets. Si les jeunes n'élaborent pas des projets pour chercher à aller défier les anciens, qui ont déjà une certaine assise, maîtrise du terrain, à quel moment ils vont prendre les mandats à la place des anciens? C'est la même chose pour les femmes. Les femmes aussi, surtout celles qui se montrent beaucoup plus engagées de plus en plus, il faut qu'elles rentrent à l'intérieur des formations politiques, qu'elles aillent faire bouger les lignes à l'intérieur des formations politiques, qu'elles revendiquent de se faire positionner titulaires et aller enlever les mandats hors quota pour défier ceux qui pensent que les femmes ne sont pas capables. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est une question de capacité. D'accord, si les partis politiques, à travers leurs dirigeants, leurs premiers responsables, n'arrivent pas à décider et que c'est quelqu'un d'autre qui a le pouvoir de décision, est-ce que toutes ces actions que vous prônez et que vous exigez des femmes auront un impact positif? Bien sûr. Il n'y a pas, vous voyez les positionnements que vous avez pu constater sur les listes là. Qui que cela puisse être, quel que soit, en fait, d'où que les consignes ou les décisions puissent arriver, les gens les personnalités, les politiciens qui ont démontré une certaine capacité. Parce que quand on dit d'aller au front en réalité, ce n'est pas seulement réussir à faire inscrire son nom sur une certaine liste, c'est également démontrer la capacité de faire le job, comme on le dit. C'est-à-dire que nous, là, sur le terrain, il y a le parti UPR, il y a le parti BR, il y a le parti FCBE, et peut-être il y a encore d'autres formations politiques qui veulent enlever des mandats dans la circonscription électorale où nous sommes ici. Nous sommes dans la 6e, sur le territoire de la 6e, si je ne me trompe pas. Les gens ont des mandats à aller enlever ici. Il y a 4, 5, 6, 7 formations politiques en lice. Si je dois te mettre titulaire, hors quota, comme vous êtes en train de dire, il faut que je sois convaincu de ce que tu vas drainer l'électorat vers nous et que tu vas pouvoir convaincre les gens à voter pour nous pour que nous puissions enlever de sièges au Parlement. Et donc, en réalité, ce n'est pas du pain béni. Il ne faut pas que la discrimination, et peut-être je vais lui donner raison à mon confrère, la discrimination positive instaurée en 2019 pour favoriser 24 sièges, l'enlèvement de 24 sièges aux femmes là, les femmes ne doivent pas tomber dans cette facilité et s'attendre à ce que oui, chaque fois qu'il y a de listes à concocter, il faut qu'on inscrive notre nom, il faut qu'on nous positionne titulaire. Ah non. Il faut des critères. Il faut des critères. Il y a forcément des critères sur lesquels les partis politiques se basent pour concocter les listes. D'où que les consignes puissent arriver, c'est sur des critères. Maintenant, si des femmes, on a combien de femmes, Claudine Prudencio par exemple? En fait, il faut dire les choses clairement.
qui n'a pas été positionné tête de liste, par exemple. On a combien de femmes comme de la trempe de Madame Claudine Prudencio? On a combien de femmes de la trempe de Madame Tchanou? Il y a des figures comme ça. Vous avez vu les figures comme Madame Rosine Soglo. Ces femmes-là sont dans votre formation politique. Vous-même, là, si vous ne les positionnez pas, ça veut dire que vous savez qu'est-ce que vous allez faire d'elles. Donc, en réalité, pour qu'on puisse revendiquer les positionnements là, il faut que les gens puissent se mettre à un certain niveau d'abord. Et c'est pourquoi je demande aux formations politiques d'outiller les femmes. Les femmes sont à l'intérieur des formations politiques. On les exploite pour le moment. Le mot est peut-être un peu trop fort, mais c'est comme cela que je perçois. Ça traduit bien la réalité. Bien sûr. Et donc les formations politiques doivent outiller les femmes. Et les femmes également doivent savoir que c'est une question de responsabilité. Qu'il ne faut pas attendre qu'on vous donne. Le pouvoir, ça s'arrache. Il faut aller mériter que l'on puisse vous mettre titulaire, qu'on vous positionne en conséquence. Oui, Stéphane, pour finir avec le sujet. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour moi, la question de discrimination positive me pose un problème. C'est comme si les femmes sont en train de crier et on leur a offert un lot de consolation pour dire, et peut-être elles-mêmes vont se dire, ok, on s'en contente. Mais ce n'est pas un contentement, ce n'est pas une question de lot de consolation, c'est une question d'engagement. Vous voyez, une élection, c'est une compétition. Et pour compétir, on ne va pas mettre celui qu'on ne sait pas capable. On va mettre celui qui est capable. Et donc, quand on se met dans cette posture-là de concurrence politique sur le terrain, on peut comprendre un peu la position des chefs de partis politiques qui peut-être n'ont pas la marge de manœuvre, ou bien quand ils voient, ils ne trouvent pas encore des femmes de poing à positionner comme tête de liste pour aller au charbon, pour faire, n'est-ce pas, donc, le combat. Qui peut avoir le dernier mot sur les listes et refuser de laisser passer s'il voit une femme capable. Je n'en trouve pas. Tout à l'heure, il y a la question de la 6e circonscription électorale. Où Moïse parlait tout à l'heure de Madame Claudine Prudencio, qui aurait pu être tête de liste. Mais qu'est-ce qui pourrait justifier, par exemple, ce cas-là? Justement, qui aurait pu être tête de liste si, par exemple, il n'y avait pas... C'est parce qu'il y a les cas réservés. Hein. On connaît le parcours. De quota. On connaît le parcours de cette dame au plan politique. Justement, j'aurais peut-être aimé qu'elle soit tête de liste dans la circonscription, dans la 6e circonscription électorale, s'il n'y avait pas ces questions de cas réservés, de cas réservés aux femmes. C'est pour cela que le détour est vite trouvé par les responsables de formation politique pour dire, ah non, elles ont leur place. Mettons-les là. C'est un peu... calculs. Les calculs que les gens font en refusant de positionner peut-être des femmes qui méritent à la place qu'il faut. Et donc, et cela également dans beaucoup de circonscriptions électorales. Et c'est pourquoi je suis un peu peiné de voir que pour une grande formation politique comme l'UPR, par exemple, on n'est pas de femmes titulaires. Au moins le BR a eu l'avantage. Au moins 4 femmes. 4, c'est déjà... Encore que c'est peu. C'est peu, mais c'est déjà un bon début. L'UPR aurait pu faire la même chose. La même chose. Il y a la dame de faire de la mouvance. Justement, il y a la dame de l'autre là, j'ai oublié son nom. Christelle Rundonoubo. Je pense que ils ont quand même un éventail de femmes assez... Il y a aussi les Yema Diaou, comment elle s'appelle, son prénom m'échappe. Ça m'échappe aussi. Donc il y a quand même des figures féminines au sein de cette formation politique qui peuvent faire le lobby et en dehors des questions de quotas là, imposer au niveau des instances de décision un certain nombre de femmes dans certaines circonscriptions. Mais pour y arriver, il faut que les femmes elles-mêmes prennent leurs responsabilités, travaillent sur le terrain, montrer qu'elles peuvent aller au charbon et faire de la bonne moisson pour les formations politiques. Tant que ce préalable-là ne serait pas réglé, je pense qu'on va se retrouver dans 7 ans et on va encore décrier
la même chose. Alors, nous allons aborder un autre sujet, toujours dans le domaine politique, enjeux et acteurs de la révision constitutionnelle des contorsionnistes d'hier aux illusionnistes, j'y arrive, d'aujourd'hui. Alors, c'est Matin Libre qui en parle. Nous allons démarrer par ce sujet par une clarification conceptuelle, mais cette fois-ci avec vous, Moïse. Que comprendre par contorsionniste et illusionniste pour pouvoir édifier les téléspectateurs? Je pense que la contorsion, en sport par exemple, c'est une discipline. Et ceux qui ont l'habitude, comme on a de plus en plus les gens qui regardent la télé, ils vont voir certains acteurs qui font de la contorsion, qui vont tourner les membres, retourner les membres. Par exemple, on a l'habitude d'avoir cette disposition pour la main, ils sont en mesure. Donc, en fait, les tours que les gens sont capables de faire avec leur corps. Donc, j'essaye d'amener l'image pour que tout le monde puisse voir. Donc, une métaphore utilisée par nos confrères. Justement, c'est une métaphore pour parler de, en fait, tout ce que les politiciens sont capables de faire en termes de gymnastique, en termes de manœuvres, en termes de retournement de veste, entre autres. Et donc, illusionnisme également, c'est également sur le terrain également de l'art. On rencontre les acteurs qui font de l'humour, qui font de la comédie, etc., je ne vais pas dire du sophisme également, c'est un peu trop fort, mais c'est en quelque sorte parler de ces jeux-là que les politiciens ont l'habitude de faire. Ceux qui sont capables de dire hier non et aujourd'hui retourner les vestes pour dire oui. Alors, est-ce qu'ils sont dans les contorsions? Est-ce qu'ils sont dans les illusions? En fait, je pense que c'est ce de quoi nos confrères veulent l'exprimer à travers ce titre-là. Mais alors, sur ce plateau, en tant qu'analyste politique... Je voudrais juste compléter à ce qu'il a dit pour dire que, en vrai, il a donné les images, mais les confrères sont juste en train de dire que, on parle de la manipulation, de ceux qui manipulent les tests, ceux qui manipulent les tests. Et par ricochet le peuple. Voilà, ceux qui pour obtenir ce qu'ils veulent, leurs intérêts. Leurs intérêts. Les illusionnistes, ce sont ces acteurs politiques qui veulent faire passer quelque chose pour ce que cela n'est pas. Alors, je me retourne vers Moïse. Ma toute première question, les illusionnistes, j'y arrive, modernes, ont-ils respecté, selon vous, en tant qu'analyste politique, la légalité qu'est la légitimité démocratique dans ce cas de figure de révision de la Constitution? Vous savez, le débat a été suffisamment fait, a été beaucoup fait, le débat continue de se faire d'ailleurs sur cette proposition de révision de Constitution qui a abouti le 15 novembre dernier et qui suit toujours, puisque c'est tout un processus. Et donc, je suppose que ça continue de suivre son cours pour aller à l'adoption définitive. J'ai lu, au même titre que vous ce matin, qu'il y a des députés, il y a des formations politiques qui ont initié des séances d'explication, de clarification sur le terrain, à l'endroit des populations, etc. Et personnellement, j'ai également écrit une tribune. Et je vais être clair, pour ce qui me concerne, j'ai été et je reste en faveur du projet, c'est-à-dire que de la révision de la Constitution. Je suis resté en faveur de la révision de la Constitution et j'ai avancé mes idées. J'ai dit que pour moi, il fallait effectivement, à un moment donné, en arriver là. Parce que des conjectures, des supputations, des tentatives, des échecs, etc., on en a longuement parlé, alors qu'il y a des besoins. Et tout le monde est unanime sur le fait qu'il y a des besoins. À partir du moment où on est unanime sur le fait qu'il y a le besoin de faire avancer la République en touchant à un tel document, il faut le faire. Maintenant, on peut interroger sur l'opportunité. Et quand on interroge sur l'opportunité, j'ai déjà eu l'occasion, dans ma tribune, je l'ai démontré également, quand on interroge sur l'opportunité par rapport au timing, le moment d'introduire un tel projet, d'enclencher un tel processus, et également sur l'importance. Donc l'importance, je viens de le dire tout à l'heure, tout le monde est unanime sur le fait qu'il y a des choses à ajuster dans notre Constitution. Donc c'est important, il faut le faire. Maintenant, le timing, c'est par rapport au timing que le débat est également vif et posé. Le time, est-ce qu'il faut le faire en plein processus électoral, à 6 mois des élections, etc. Et je rappelle que
pour ce que nous avons pu observer jusque-là, chaque fois qu'il y a idée de révision de constitution, les Béninois ne sont jamais parvenus à s'entendre, à l'exception de 1990, où c'est par cas de force majeure que ça a été également fait. La constitution de 1990 s'était imposée aux acteurs parce qu'ils ont conduit la société, à partir de 1972 particulièrement, dans une situation où il était devenu indispensable, obligatoire de se voir entre filles et fils de la République pour faire ce pas-là. Maintenant, 30 ans après, plus de 30 ans après, le besoin se présente encore. Il est arrivé un moment où on a supposé que le président Kérékou voulait réviser. Les gens ont contesté, pas des campagnes, pas des dénonciations, etc. Il est arrivé un autre moment où on a supposé que le président Yahya Boni voulait réviser. Les gens ont contesté, pas des campagnes, pas des dénonciations, etc. Le président Patrice Talon a annoncé avant la prise de pouvoir que c'est son projet. Lui, il va le faire. Dès qu'il est arrivé en 2017, il a effectivement introduit un premier projet qui n'a pas prospéré avant de revenir à la charge en 2019 pour que nous puissions voir ce que vous avez constaté là. Les députés sont encore revenus à la charge en 2024 et en 2025, le débat est encore revenu. Alors, c'est comme si les acteurs politiques et les citoyens en général ne vont jamais parvenir à trouver les voies et les moyens pour définitivement faire le pas. Et dans ces conditions-là, comme nous venons de le dire avec les femmes, c'est celui qui en a la capacité. Et écoutez, 90 personnes, 90 députés à l'Assemblée nationale ont voté oui. Si 90 de nos compatriotes ont accepté qu'on révise la Constitution de 1900, qu'on retouche à la Constitution de 2019, c'est 90 d'entre ceux que nous avons envoyés au Parlement en 2023 ont accepté sur 109. À quel moment vous vous dites que vous n'avez pas la légitimité pour le faire? C'est 90 qui ont dit oui. Ce sont des Béninois. On ne leur dénie pas leur nationalité, on ne leur dénie pas leur statut de Béninois. Ce sont des Béninois. J'accepte que l'on puisse dire, oui, ce sont des députés, comme ça se dit dans les rues, les débats qu'on a l'habitude de faire. Ils sont manipulés, ils sont aux ordres. Si 90 d'entre nous, on puisse se faire manipuler, ils sont aux ordres, ça veut dire que le problème qu'il faut aller chercher, ce n'est pas là où on est en train de le chercher. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a commis une erreur, ou bien on a commis plusieurs erreurs. Et c'est là où on a trébuché, en fait, qu'il faut retourner. Donc moi, je dis, si 90 ont accepté, c'est que la chose est possible et qu'il faut le faire. Et donc, pour moi, en termes de légalité, en termes de légitimité, je pense que nous avons la possibilité, nous avons pu obtenir quelque chose qu'on peut accepter. Maintenant, le contenu, si on en vient au contenu, le débat, les deux sujets phares, c'est la prolongation ou bien le prolongement des mandats, le septennat pour tous les mandats électifs, c'est-à-dire le président de la République, les députés et les conseillers communaux, et également la création du Sénat. Moi également, dans ma tribune, et je reste toujours dans cette logique, j'ai accepté qu'il faut créer un Sénat. Moi, je ne dis pas forcément qu'il faut l'appeler Sénat. Je ne dis pas forcément que le dispositif de fonctionnement, etc., soit exactement ce que j'ai lu dans la loi. Mais je dis que dans l'esprit de ce qui est proposé comme Sénat, dans ce qu'on a attribué comme, qu'on a considéré comme attribution et fonctionnement au Sénat, là, je dis que le besoin est là. Et l'exemple, pour ne pas trop garder la parole, puisque nous sommes plusieurs sur le plateau, l'exemple le plus illustratif, c'est qu'on a deux de nos fils qui se sont hissés à des niveaux de responsabilité les plus élevés de la République. Le président Patrice Talon et le président Yahya Boni, qui semblent être en désaccord depuis plus de 10 ans. Et donc, je pense qu'une structure solide comme le Sénat aurait pu permettre d'avancer, de décanter cette situation et de permettre au pays d'avancer tranquillement sans être dans les humeurs. La question de septennat, nous sommes en train de le dire. Le pays en réalité, à quel moment, si vous êtes un décideur, un homme politique qui a de l'ambition, qui a des projets à exécuter, à quel moment vous vous dites, et je le disais tout à l'heure, que si 90 personnes disent oui à une proposition de révision de constitution, que vous n'avez pas le droit de le faire. À quel moment vous vous dites, si la classe politique, si les partis politiques ne sont pas capables, et nous venons de le faire encore suffisamment tout à l'heure, de former, d'outiller, alors que le législateur a donné une brèche depuis 2019 pour que les femmes soient à l'Assemblée nationale. Si les acteurs politiques ne sont pas capables d'outiller les gens, à quel moment vous vous dites que vous n'avez pas besoin de passer peut-être même avec un peu de force? À quel moment vous vous dites, quand une formation politique qui se réclame la plus grande formation politique de l'opposition politique,
n'est pas en train d'imploser comme on a observé récemment là, sur la base d'une question d'idéologie. Les gens sont en train de se disputer les avantages, les positionnements, les ethnies. Ils ne sont pas en train de dire nous avons telle idée, nous avons tel projet, le parti n'est pas en phase avec tel projet que nous avions élaboré, que nous avions adopté. Ils sont en train de dire moi je veux retourner. Les gens sont partis d'une formation politique et l'argument qu'ils ont avancé, moi je veux me retrouver, c'est un projet personnel bien sûr, mais pas un projet national. Moi je veux me retrouver encore à l'Assemblée nationale. Et donc pour cette raison, comme le parti est en difficulté, moi je décide de partir. Sur cette base, il n'y a pas des querelles d'idées. Les acteurs politiques ne nous ont pas habitués. Ils ont passé 30 ans, plus de 30 ans, à ne pas nous habituer aux questions d'idées. Ils nous ont habitués aux questions d'intérêt. À partir du moment où on n'est que sur des questions d'intérêt, si ce n'est que réellement les questions d'intérêt sur lesquelles on tiraille, on se dispute, s'il y a une possibilité de taire le Bénin politique pour nous engager sur le chemin du développement, moi je suis en faveur de cette disposition-là. Stéphane, alors je serai plus précise dans la question. Qui sont les illusionnistes aujourd'hui, selon vous, en tant qu'analyste politique? Je pense qu'il n'y a pas d'illusionnistes, à mon sens. Je pense qu'il n'y a pas d'illusionnistes. Je ne partage pas d'ailleurs cette lecture qui est faite de la révision de la Constitution, même si je comprends la pertinence des idées évoquées. Je veux dire que lorsqu'on dit... Les modifications apportées dans ce nouveau texte sont-elles, selon vous, opportunes? Je pense que ces modifications sont opportunes. C'est pourquoi je ne voudrais pas parler d'illusionnistes, encore moins de contorsionnistes. Parce que je trouve que les mots sont forts en fait. Je trouve que les mots sont forts. Un peu forts, je veux dire. Un peu forts. Parce que, vous voyez, Moïse l'évoquait tout à l'heure. Les modifications qui sont apportées à la Constitution sont non seulement opportunes, mais pertinentes. Quand vous prenez la question du septennat, on en parlait hier ici. Je dis que lorsqu'un chef d'État vient au pouvoir, il n'a pas le temps en 5 ans de faire ce qu'il faut. Parce qu'il a 2 ans pour maîtriser le système, pour asseoir, il a après 1 an pour penser à sa réélection. Premier élément. Deuxième élément, le Bénin n'est pas le seul à avoir inventé le septennat. Ça existe en Afrique, ça existe en Europe. Donc, je trouve que le problème n'est pas à ce niveau. Quelle est l'intention, quel est l'esprit qui est derrière cette modification? C'est de pouvoir asseoir une certaine stabilité dans la gestion du pouvoir pour une certaine durée et permettre à celui qui est élu de conduire son programme ou son projet de société. Je trouve que ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas mauvais en soi. Lorsque on prend la question du Sénat, je trouve que l'idée qui est derrière est bonne. On peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord. On est tous béninois. Chacun a le droit. Chacun a sa position. Mais ne prêtons pas des intentions tant qu'on n'est pas passé à l'acte. Moïse le disait tout à l'heure, il parlait du timing. Oui, évidemment, évidemment. C'est pourquoi, c'est-à-dire que on peut avoir des doutes. On peut avoir des doutes. Mais sincèrement. Mais on ne peut pas refuser. Tu permets? On ne peut pas refuser à celui qui a encore un mandat légitime et légal d'asseoir ses réformes législatives. Parce que, voyez-vous, qu'on le veuille ou non, le président Patrice Talon a des ambitions pour ce pays. Et avant de partir, s'il pense qu'il doit amener sa majorité ou soutenir sa majorité dans certaines réformes, le timing même pour moi ne pose pas de problème parce qu'il n'y a pas une période pour travailler quand un mandat est encore en cours. C'est vrai que les politiciens ne se font pas suffisamment confiance et dès lors que quelqu'un a un projet, on se dit mais est-ce qu'il n'y a pas
est-ce qu'il n'y a pas une idée derrière? Justement, cette modification ou cette révision de la Constitution, oui. Est-ce que vous pensez que tous les acteurs ont joué leur rôle? Est-ce que vous pensez que, concrètement, tous les acteurs, en particulier les experts constitutionnalistes ou encore la société civile, les membres de la société civile, ont réellement joué leur rôle? C'est peut-être à ce niveau que je fais des objections pour dire qu'en réalité, lorsqu'on veut faire des réformes constitutionnelles majeures, des réformes de ce genre, le mieux peut-être aurait été d'engager un débat avec le grand peuple. Donc, peut-être passer au référendum, d'accord, échanger avec les populations pour voir peut-être si les populations donnent leur caution à cette réforme constitutionnelle, parce que c'est le peuple qui reste souverain et qui décide du mandat qu'il veut conférer à ses élus. Et donc, on peut avoir ce débat en amont, on peut avoir ce référendum. Après, c'est qu'on peut également associer les acteurs de la société civile, associer les constitutionnalistes. Est-ce que ça a été fait dans ce cas? Cela n'a pas été fait parce que peut-être c'est une option. Une option dans la mesure où ceux à qui, et je l'évoquais hier, ceux à qui nous avons déjà conféré le mandat ont estimé qu'ils peuvent faire le travail à notre place. Et Moïse le relevait tout à l'heure, ils sont 90. Et c'est nous, c'est nous qui leur avons demandé de nous représenter. Et en nous représentant, leur mandat n'étant pas encore échu, ils ont encore la latitude de décider à notre place. On peut, quand ils vont revenir nous voir, on peut leur faire ce reproche pour dire, vous auriez pu venir nous contacter avant de faire ça. Mais ils ont choisi le faire. Est-ce que cela est pertinent? Je pense que cela est pertinent pour moi. Cela peut ne pas être pertinent pour d'autres. C'est une question d'approche, c'est une question de vision et de compréhension. De toutes les façons, nous sommes tous béninois. Et personne n'a intérêt que ça aille dans tous les sens. On a tous intérêt que cela aille dans le bon sens. C'est pour cela qu'il faut pouvoir interpeller la conscience, n'est-ce pas, donc, des acteurs politiques et leur dire qu'ils sont placés devant l'histoire et que si aujourd'hui ils font ce qu'ils sont en train de faire et que cela n'est pas dans le sens du bien pour le grand peuple, l'histoire retiendra, n'est-ce pas, donc, leur nom. Mais pour le moment, on essaie de les comprendre dans leur démarche et on les apprécie dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors, Moïse, votre position est très claire, mais je vous propose la question de manière succincte. Est-ce que vous pensez que tous les acteurs devant intervenir dans cette révision ont joué leur partition? Vous savez, la question de... Et n'est-ce pas ce qui pose problème aujourd'hui? Oui, vous savez, les acteurs dont on est en train de parler, les choses sont liées. Si en une phrase, on peut apprécier cette situation-là et passer à autre chose. Vous savez, tout à l'heure, on a fait observer comment les politiciens ont passé tout le temps à faire les jeux d'intérêt plutôt que les jeux d'idées, les jeux de débat. Un exemple basique. Dans une de ces sorties, de ces déclarations publiques, le président Joseph Diogonou, si je ne me trompe pas, disait un jour quelque chose que tout le monde sait. Je ne le cite pas in extenso, mais j'essaye de restituer. Il dit que quand vous amenez des projets, et que des projets, je suppose que c'est une loi, par exemple, à réviser à l'Assemblée nationale, il faut négocier, discuter et convaincre chaque député. C'est-à-dire quoi? Les gens sont tellement accrochés à leurs intérêts personnels que même pour voter des lois, même pour prendre des lois, il faut aller discuter, il faut aller négocier avec chaque député parfois. Et donc, l'exercice, je veux dire, la fonction de parlementaire était devenue comme un business. Alors, dans un système où on a passé 3 décennies à transformer les mandats politiques, les postes politiques en des espaces d'affaires, à quel moment vous vous dites que vous avez besoin de rassembler ces acteurs-là pour aller dire que vous voulez faire un dialogue et parvenir effectivement à vos objectifs? Si vous avez effectivement de bons objectifs et que vous avez des projets pour votre pays. Et quand on parle du peuple, nous avons parlé des femmes tout à l'heure ici. Quand les politiciens, quand les acteurs politiques ne sont jamais parvenus à élever le niveau du débat, et que vous voyez des personnes qui sont des députés, qui sont candidats par exemple à une élection
des législatives, qui vont sur le terrain et qui promettent aux citoyens qu'ils vont leur faire des routes, qu'ils vont leur faire des écoles. C'est-à-dire qu'on a instauré le système démocratique, la Constitution a instauré, mais il faut des instruments pour accompagner et pour asseoir. Justement, quelles sont les conditions institutionnelles aujourd'hui pour garantir la stabilité démocratique? Oui, les instruments n'ont pas été installés en conséquence. Ce que je dis là, ça ressemble à un truc banal. Mais c'est très évocateur de ce qu'on est devenu. Quand vous voulez enlever un mandat pour le Parlement et que vous allez promettre aux gens que vous allez leur faire des écoles et des routes, vous faussez le débat démocratique. Alors, les acteurs qui ont passé 30 ans, 35 ans à se comporter comme cela, là, si vous êtes décideur, que vous avez des ambitions pour votre pays, à quel moment vous vous dites que si vous ne rassemblez pas ces acteurs-là, vous n'allez pas pouvoir prendre des décisions majeures pour avancer? Et regardez comment ça s'est passé sur les 10 dernières années. Et une dernière le président Patrice Talon est parvenu à faire lever la barrière de passage par l'Assemblée nationale avant d'aller chercher de financement. Vous savez tout ce que cela a causé dans ce pays. Avant d'aller chercher des financements pour les projets que le président de la République le candidat avait soumis au peuple avant d'être élu président de la République. Les parlementaires, si tu ne vas pas négocier avec eux individuellement, et je répète, les acteurs politiques eux-mêmes, je ne suis pas en train d'inventer, ils ont parlé, j'ai cité M. Djobouni tout à l'heure pour ça. Si tu ne vas pas négocier avec eux, tu ne vas pas pouvoir aller chercher de financement pour venir développer ton pays. Vous imaginez alors à quel moment... est-ce qu'après la révision qu'il faut penser au peuple, comme ce qu'on constate actuellement? Le peuple à qui vous voulez qu'on pense là, non, si on ne pose pas les vrais débats, on va toujours fausser le débat. Le peuple à qui vous voulez qu'on pense là, regardez comment, à quel niveau d'abrutissement l'a amené. Qu'est-ce que vous voulez aller dire? Avec quel peuple, avec qui vous voulez aller vous asseoir? Je pense que il faut, à un moment donné, il faut qu'on soit... On est tous des Béninois. Avant d'être journalistes, politiciens, il faut penser au pays. À un moment donné, il y a certains qui sont en mesure de réfléchir. Vous avez parlé de constitutionnalistes, entre autres, etc. Je suis d'accord qu'il faut consulter les uns les autres. Le débat a été posé et le débat continue de se faire. Posé. Les gens sont en train d'aller vers les citoyens en ce moment pour leur expliquer. C'est pas encore après, le processus n'est pas encore allé au bout, le processus est toujours en cours. Moi je pense, à un moment donné, il faut avancer en fait. Donc je pense qu'on n'a pas encore biaisé quelque chose, à mon avis. Je suis sérieux là-dessus. En fait. Vous partagez cette dernière phrase de Moïse? Oui, rien n'est encore biaisé dans le processus, même si foncièrement je pense qu'il faut mettre le peuple au centre du débat constitutionnel ou de la réforme constitutionnelle. C'est peut-être, ayant compris cet enjeu-là, qu'ils ont décidé de rattraper et d'échanger. Merci à vous, chers confrères, chers débatteurs.